Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 28e épisode de TSI, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. On continue nos bilans et on va débriefer le combiné nordique masculin et féminin. Avec moi, le roi du Swaski, le roi du combiné, Adjeok 120. Romain, ça va? Ça va toujours, écoute, le roi du combiné, je sais pas, mais en tout cas, on a vu des rois et des reines sur les tremplins et sur la piste cette saison. On a eu une saison, je rentre dans le vif du sujet, que j'ai noté à 8 sur 10. Et donc, si vous avez écouté tous les bilans jusqu'ici, bah, c'est ma meilleure note jusque-là. J'ai trouvé la saison emballante avec une belle compétition pour le globe, plus un élément perturbateur. J'ai trouvé ça assez sympathique et divertissant à suivre. Et des Français au top. Pour faire un peu un avant-goût de l'épisode et de ce qu'on va développer. Et toi? Écoute, moi je lui ai mis 6 sur 10 Oh, avec une note assez catastrophique. En effet, si vous avez écouté les épisodes précédents, vous saurez que j'ai mis 9 au Swaski et donc 6 au combiné. Alors, j'ai été un peu dur, mais c'est un mixte de... Alors, je note aussi bien le masculin que le féminin. Entre les surdominations, les impasses et autres, j'ai pas aimé cette saison de combiné. En tout cas, pas toutes les épreuves. Et on verra dans mes, euh, dans mes coups de gueule, mais c'est vrai que on n'a pas couronné le meilleur et ça restera une déception pour moi. Du coup, quels sont tes athlètes de la saison? J'imagine que l'homme qui est en tête de la Coupe du Monde est couronné pour toi. alors oui, et bah, les deux, hein, celui qui a gagné le Globe et celui qui a gagné les championnats du monde, c'était assez binaire cette saison. Donc on va commencer par le fil rouge de la saison, c'est la Coupe du Monde, les 22 épreuves, parce qu'il y en a eu deux annulées sur 9, malheureusement. Et ça fait partie des déceptions de la saison. Johannes Lamparter remporte à 22 ans, je crois, son premier Globe dans une belle quand même concurrence contre Jens Lura Softebro et Julian Schmid. Alors c'est sûr, c'est pas les noms qui étaient les plus clinquants forcément les saisons précédentes, mais il y avait une belle homogénéité entre les trois. Il s'en est sorti le mieux et bah, il le mérite ce globe parce que lui, il s'est présenté tous les week-ends et il a fait ce qu'il fallait après un début de saison compliqué avec des problèmes de santé. Ça a été l'homme de janvier-février. Oui, Johannes Lamparter, donc comme tu l'as dit, alors il n'a pas encore 22 ans puisqu'il est né en novembre, donc c'était ses 21 ans. 7 victoires, 12 podiums, 16 top 10. Une saison couronnée de victoires et il a réussi à... Alors ce qui est assez intéressant, c'est que cette année, et c'est là où je vais commencer à... Tu vas comprendre mon point de vue, c'est que cette année, sa place moyenne, c'est sixième. Et l'année dernière, sa place moyenne, c'était 3,6. Il a Mhm. gagné le Globe cette année. Voilà. Et quand tu fais sixième en moyenne, eh ben, t'es pas le meilleur, mais pourtant, il remporte le Globe. Alors c'est quand même à son âge une prestation extraordinaire puisque Lamparter, il y a 4 saisons, il était 28e de la Coupe du Monde. Puis après, il a fait sixième, deuxième, premier. Et donc, il est monté petit à petit pour s'affirmer comme un des meilleurs combinés au monde. Et il lui manque encore peut-être l'or olympique, mais il l'aura sûrement un jour puisqu'il a déjà été couronné en championnat du monde il y a 2 ans à Oberstdorf. Mais très très belle saison pour Johannes. Et donc, ton deuxième larron est le meilleur combiné au monde. Voilà, Christian Ilves, évidemment. Non, évidemment, Jarl Magnus River, bah, le meilleur combiné du monde quand il est au départ des courses. Et c'est ça qui, enfin, on a été privé de son énième, je crois, ça aurait été un cinquième globe, parce qu'il s'est pas présenté à beaucoup de courses de la Coupe du Monde au cœur de l'hiver, préférence préparée pour les championnats du monde.
Il les a magnifiquement bien préparés. Et voilà, il a été très bon en début de saison. Il a été malade, c'est vrai, mais voilà, on en a déjà parlé. On va pas refaire en version longue, mais il n'est revenu que pour Planitza. Il a écrabouillé tout le monde au tremplin, sur les skis, il se baladait. La fin de saison, c'est un sans faute, quoi. Il gagne les 7 dernières épreuves, si on compte aussi les par équipe de Planitza. Donc, enfin, c'était sidérant son niveau sur la fin de saison. C'est le meilleur combiné du monde, je pense, dans toute sa splendeur, en fait. C'est bien, moi, je trouve presque qu'il ait laissé une porte à d'autres, parce que sinon, une saison avec Rieber qui fait, je sais pas, il a déjà un Il y nombre a 4 globes. considérable. Il a 4 globes, il a déjà plus de 50 victoires. Euh, c'est incroyable, on peut pas le critiquer évidemment, mais en tout cas il a ouvert la porte aux autres et c'est bien qu'il l'ait saisi. Alors, Jarl Magnus Rieber, c'est quand même une moyenne de place à 2,6 et pourtant il ne fait que quatrième de la Coupe du Monde. C'est quand même assez incohérent. 8 victoires sur 14 épreuves, 12 podiums sur 14 épreuves et 13 top 10 sur 14 épreuves. Donc, comme tu l'as dit, à chaque fois qu'il a été présent, il a été au top niveau et souvent par le saut. Et d'ailleurs, on était ravis de le voir en tant qu'ouvreur c'était voulu, à Vikersund, Vikersund, ouais. parce que il a un niveau de saut qui se rapproche de celui du saut spécial. Et son grand fait d'armes, puisqu'il n'a pas remporté le globe, c'est quand même ses troisième et quatrième titres de champion du monde individuel, puisqu'il avait déjà été vainqueur de un titre à Seefeld en 2019, un titre à Oberstdorf en 2021, et donc là, il a fait le doublé. Et puis, il a gagné, comme il l'avait fait à Seefeld, à Oberstdorf, le team, et donc remporte là 3 en team et 4 en... Ça fait donc 7 titres de champion du monde pour un homme qui n'a jamais eu une seule médaille aux Jeux Olympiques. Et ouais, ça fait une raison pour lui de continuer à martyriser le combiné. C'est à la fois une bénédiction et en même temps un peu une malédiction pour son sport, parce que un tel, euh, un tel combiné complet, et c'est l'occasion aussi de dire un mot sur Guida Westphal Hansen côté féminin. Là, c'est de la quintessence de la domination. 10 épreuves, 10 victoires, zéro suspense sur aucune épreuve. Elle est toujours partie largement devant après le saut. Elle avait un niveau de fond tout à fait très satisfaisant. Elle a gagné ce qu'il fallait gagner au championnat du monde. Donc, elle finit la saison invaincue. C'est à la fois tout à fait grandiose et à la fois frustrant pour le spectateur. On en a un peu parlé toute la saison, on en a essayé d'en rigoler aussi. Et c'est vrai que ça fait partie des limites un peu du combiné aujourd'hui. Ben, surtout qu'elle a 20 ans et que du coup, elle est là pour un sacré nombre d'années. Hein. On l'a dit, hein, la dernière fois qu'elle a été battue à la régulière en Coupe du Monde, c'est à Ramsau le 18 décembre 2020. Donc, on va bientôt arriver à 3 ans d'invincibilité. Et ça, c'est une performance probablement en nordique du jamais égalé, puisqu'on est sur une discipline qui est toute jeune. Et donc, Guida Westphal comme tu l'as dit, a une domination extraordinaire parce qu'elle n'est. C'est toujours un contre-la-montre, c'est-à-dire que je crois qu'elle a été une seule fois à avoir quelqu'un qui l'avait en ligne de mire. Ça devait être Marie Hagen, je ne sais plus où, mais globalement, Guida qui est l'athlète de l'année en combiné. Je rajouterais comme autre athlète de l'année quand même les deux larrons qui ont fait podium. Le premier, Jens Lura Softobro, qui a 22 ans, fait sa plus belle saison avec une deuxième place. Son record était jusque-là une quatrième place il y a 4 ans. 3 victoires cette année, il en a 4 en carrière, 13 podiums. Il en a 24, donc la plupart de ses podiums cette année. Super performance de Jens Luras qui reste un très très bon fondeur. Hein. Il a quand même, pour moi, il est plus fondeur que sauteur, mais il a une superbe régularité. Il est Et le dernier, plus fondeur, mais 6e de la saison au classement Best Jumper. Donc, le 6e meilleur sauteur, parce que maintenant, c'est une condition sine qua non pour performer au combiné. Ça, c'est d'être quand même dans les meilleurs
au tremplin et c'est pas du tout un manche, quoi. Il est capable de faire de très bons sauts. Et Julian Schmidt, donc celui qui a terminé 3e de la Coupe du Monde. La meilleure performance de Julian Schmidt, c'était une 12e place l'an dernier. Il a 23 ans, donc c'est encore un très très jeune combinard. Notamment, on sait que chez les Allemands, il faut aussi faire sa place. Et du coup, c'est sa 5e saison et probablement sa 3e saison complète. C'est toute première victoire cette année, 3 victoires, 9 podiums. Il en avait déjà fait un l'an dernier. Donc la consécration pour Julian Schmidt. Et c'est vrai que je pense que tu vas pas me contredire. On ne pensait pas Julian Schmidt rester au niveau tout le long du début jusqu'à la fin. Non, c'est clair. Surtout, il fait un très très bon week-end inaugural à Ruka et après, il marque un peu le pas. Et en fait, finalement, il est revenu très vite dans ces standards-là que tu viens de décrire. Quand il n'était pas sur le podium, il n'était pas très loin. Et alors, c'est vrai que c'est un fondeur, enfin, un combiné complet, mais il manque peut-être par rapport aux autres une petite étincelle en ski de fond qui fait qu'il Mm. fait moins la différence. S'il part pas tout devant après le saut, il peut vraiment pas faire des grosses remontées. Et dans un groupe, voilà, s'il est avec Oftebro, il perdait. S'il est avec Lamparter, assez souvent, il perdait. Il partait parfois, quand Rieber était là, il partait toujours un peu trop loin de Rieber après le saut. Et il sait pas remonter sur Rieber, il est pas meilleur que Rieber en fond. Donc c'est peut-être sa petite limite pour aller chercher pourquoi pas plus la saison prochaine, c'est d'augmenter un peu cette capacité à être euh, comment dire déterminant sur le fond. D'ailleurs, Alors on avait fait il est lié à un cette, des très bons moments de la saison, pardon. Ouais. on avait fait cette statistique. Donc c'est 4 concurrents, donc Rieber, Lamparter, Oftebro et Schmidt. On la bagatelle de 51 podiums cette saison sur 72. Donc on est Ouais. là sur un ratio plus important encore que le saut à ski et donc 20 victoires au total sur 24 épreuves. Donc ils ont quasiment laissé que des miettes notamment à Geiger avec une seule. Non, c'est même 23 sur 24 puisqu'il n'y a que Geiger qui a gagné. Oui, c'est ça. Que Geiger en Rio qui a gagné. C'est- Du coup, dans les bonnes surprises, on va commencer par les femmes. Est-ce que tu as une femme qui est quand même une bonne surprise, quand bien même elle n'a pas réussi à rattraper Guida? Oui, parce que derrière Guida, on avait quand même des belles courses tout au long de la saison avec quand même du suspense et des profils de sauteuses combinées différentes. Et on est obligé de parler de Nathalie Armbruster, 19 ans, je crois, ou même pas 17 ans. 17 ans, elle est de 2006, hein, c'est ça? C'est ça. Et, et qui fait qui fait 7 podiums. Donc, c'était le meilleur, aucune victoire, mais voilà, personne ne pouvait gagner autre. Qui est deuxième mondial, qui a été devant du début à la fin de la saison, et avec un profil intéressant, avec des sauts intéressants, un niveau de fond solide et un style aussi voilà petite très tonique là sur les skis là fouf, fouf, ça bouge dans tous les sens et un sourire aussi qui fait que ça fait partie certainement des visages de la discipline, donc très enthousiasmé par Nathalie Armbruster qui est venue dynamiser cette saison. C'est un peu pour le coup là on peut parler de vraie révélation en combiné féminin. C'est la révélation de Nordique de l'année, puisqu'elle n'avait fait que 2 épreuves en Coupe du Monde avant de démarrer la saison cette année. Donc, c'est complètement fou de la retrouver, hein. C'est comme si vous aviez en saut à ski un sauteur qui a fait que 2 Coupes du Monde et qui vient chatouiller Granerud pour le globe, quoi. Donc, et surtout au vu de son âge, hein, on est vraiment là sur une extraterrestre et probablement quelqu'un qui sera aux avant-postes et qui pourrait reprendre le flambeau à Guida. Et toi, tu avais quelqu'un d'autre à mettre en avant Écoute, moi j'ai mis une des 2 sœurs Kazai, Haruka, qui est née en 2004, donc qui a 19 ans, avec une 7e place. C'est pour moi elle a pas fait de podium, mais elle a cette régularité du top 10 et il lui manque ce tout petit déclic pour pouvoir faire encore mieux. Et du coup, j'avais mis Haruka Kazai comme une très très belle révélation dans sa continuité. Donc c'est que ça. Là aussi, hein, elle avait fait que 2 épreuves de Coupe du Monde, donc comme Armbruster, et elle termine 7e. Donc j'avais mis Haruka dans mon top dans mon top.
Et si tu me permets, je vais faire une transition homme-femme par le biais des Français, parce que je les ai mis en top, en bonne surprise et bonne performance de la saison. Et donc chez les femmes, on a Lena Brocard qui a pris la 10e place, notamment avec un magnifique top 5 à Ramsau, et puis donc une constance toute la saison. Si on oublie la dernière épreuve, on va dire trop difficile, enfin, un peu ratée, complètement ratée même d'Oslo. Le reste de sa saison était vraiment très consistante. Elle était 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois dans le top 10, donc en 6 épreuves. Et elle s'inscrit dans le bon résultat d'ensemble bah, des Français aussi en combiné masculin. Là, ils nous ont fait rêver. Là, on rentre dans le subjectif, mais premier podium en carrière pour Laurent Mullet-Tallard, premier podium en carrière pour Matteo Bo, des, comment dire, une persistance au top. Matteo, il fait 15 top 15. Laurent, il fait 11 top 10. Ils sont, comment dire, Laurent, il était 23e mondial les 2 dernières saisons. Cette année, il finit 8e. Matteo Bo, il est très jeune aussi. Matteo, il est de 2002. 40e et 42e, là, il fait 13e mondial. Voilà, on a eu des Français qui nous ont rappelé les meilleures heures du combiné français, qui jouaient devant, bah, quand on dit devant, c'est jouer le top 10 et avec des espoirs de podium quasiment chaque week-end. Et ça, c'était beau, quoi, tout simplement. Oui, comme tu l'as dit, il y a cette progression de Lena Brocard, aussi bien en saut à ski avec, elle avait une moyenne de 13,3, donc moyenne 13,3e. Elle avait été 14e l'an dernier, donc 0,7. Et c'est en ski de fond où elle était passée de 14,9 à 11,3. Et ses progrès en ski de fond, alors c'est là où aussi bien Laurent Multaler que Matteo Bo, hein, et surtout, je dirais Matteo, c'est sur le saut à ski qu'ils ont créé leur performance. Mais c'est vrai que c'est des progressions en ski de fond qui permet aujourd'hui à ces deux concurrents de jouer dans le top 10 et notamment Laurent Multaler avec son premier podium et Matteo qui lui a fait un podium mais dans la configuration du mass start, donc en commençant par le ski de fond. Superbe performance des Français et on en a parlé avec le quota. On espère en voir encore plus et comme tu l'as dit, on revoit poindre les grandes années, notamment avec ce passage de témoin puisque les années Frédéric Beau, le père de Matteo Beau et du coup on est sur un, enfin voilà, Can you tout à hear l'heure me? et Matteo il a 20 ans donc c'est vraiment une possibilité pour eux de continuer à monter parce que en ski de fond, on le sait, on a besoin de cette maturité. Oui, et on s'était quand même amusé à le regarder tous les week-ends, par exemple, Matteo, donc Matteo Bo, il avait quasiment, si on peut vraiment synthétiser, son résultat du saut était son résultat à la fin de l'épreuve. Euh, il avait vraiment cette capacité en fond à se surpasser, à accrocher les groupes, à faire même le jump avec le groupe du dessus. Ce qui fait qu'en fait, il a vraiment bah, un profil pour faire des bonnes performances encore meilleures que celle-là, parce que si il montait un petit peu son niveau de saut avec l'entraînement encore là, l'été prochain, voilà, il peut garder des top 5, il peut aller choper des podiums parce qu'il a vraiment un fort niveau de fond. Et Laurent Mullet, tout à l'heure, il a eu aussi une deuxième moitié de saison absolument, bah alors un très bon début de saison, un peu au milieu, puis à partir de Chonard, là, c'était magnifique avec bah, ce podium cherché, j'allais dire à la pédale, mais à la spatule, au sprint dans une épreuve où les trois premiers, c'est, enfin, du coup, Lamparter, Oftebro, et lui, il vient quand même battre au sprint le troisième mondial, Julian Schmid. Ça donne une idée quand même de la performance. Et c'était une épreuve tout à fait fair. Il y avait pas eu une pompe au tremplin ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment un podium mérité sur les performances. Quatrième deux fois ensuite, une fois au slow, une fois à l'arty. Podium en team sprint avec Matteo Bo. Enfin voilà, c'est un bilan comme on n'en a pas eu dans les équipes de France depuis longtemps. Il y a eu Mm. 5 Français qui ont marqué des points. En plus, on peut se commencer à rêver à nouveau à des podiums dans les par équipes. On a comment dire, Antoine Gérard
qui est remonté dans le top 30 mondial. 31e, pas loin, mais avec quelques bons week-ends. Marco Ennis, on en a parlé plusieurs fois, très bon en saut qui sait marquer quelques points. Et Gaël Blondeau qui a montré sa tête sur certaines épreuves de la saison. Donc, l'équipe de France enthousiasme. Voilà, et comme autre révélation, moi j'ai noté Stéphane Rettenegger. Alors, j'aurais pu mettre les deux frères, mais j'ai choisi Stéphane. Stéphane est né en 2002, donc il est de l'âge de Matteo, de l'âge de Matteo. Et du coup, c'est une 12e place au général avec 9 top 10. Donc j'ai trouvé Stéphane Rettenegger et notamment sa performance, je crois que c'était au championnat du monde où il était vraiment très très bien placé. Voilà, j'ai mis Stéphane Rettenegger. Et il finit un point devant Matteo Bo au classement général. Donc, on l'a pas dit, voilà, enfin, si je l'ai dit rapidement. Donc, Laurent, 8e, donc, dans le top 10. Matteo, 13e, mais vraiment pas loin du top 10. C'était les tops de la saison. Et côté flop, tu voulais parler de qui? Écoute, comme j'ai cité Lindvik, je vais citer un autre de mes chouchous Aïe, aïe, comme aïe. flop, Ah oui, Jürgen Grabach. Je suis obligé, hein. ah oui. Jürgen qui réalise sa plus mauvaise saison depuis 2012-2013, hein. Et là, à 31 ans, pas de victoire, pas de podium. C'est celui qui a fait le plus de places entre 4 et 10 sans mettre de podium. Alors, il a beau avoir fait des podiums en team event, ça ne suffit pas pour Jürgen. Non, et dans le même profil de gros fondeur qu'on peut mettre dans les déceptions de la saison, c'est Vincent Geiger. Alors, il est 7e mondial, c'est vrai. Il fait partie des rares qui ont gagné, mais c'est la première fois depuis 5 ans qu'il est en dehors du top 5 mondial. Aucune médaille individuelle aux mondiaux. Et voilà, là, cette année, c'était le niveau de saut qui a pêché, là. Un peu les extraterrestres de devant, ils sont trop bons en saut pour être maintenant rattrapés par un Vincent Geiger. Euh, il y a aussi le Japon qui a fait un peu peine à voir cette saison. Chez les femmes, Nakamura sauve sa saison sur un podium le dernier jour, mais sinon c'était très décevant. Et chez les hommes, Watabe a fait 30e mondial après 12 saisons dans le top 11 consécutives. Je sais pas si tu réalises aussi le bonhomme. Alors c'est un peu dur pour lui, mais là, cette année, il y a vraiment eu un gap avec ses années précédentes. Ah bah, c'est sa plus mauvaise saison depuis 2009. Donc, comme tu l'as dit, c'est 12 saisons consécutives dans le top 11 et notamment un globe en 2017-2018. Donc, bien sûr, aucune victoire, aucun podium, un seul top 10. Et la dernière fois qu'il n'avait fait qu'un seul top 10, c'était en 2009. Et donc, il avait 21 ans. Et c'est sûr que Watabe, là, il y a un énorme gadin et à 34 ans. Je pense qu'on aura du mal à le voir. Un autre qui a 34 ans, qui fait sa plus mauvaise saison depuis toujours, mais il tire sa révérence, c'est Monsieur Eric Frenzel. Il termine 18e et donc il fait sa plus mauvaise saison. Alors est-ce qu'il avait déjà levé un peu le pied, mais c'est vrai qu'une 18e place pour quelqu'un qui avait quand même gagné 5 globes consécutifs. Et donc Rieber, il aurait pu battre Frenzel, on ne va pas revenir dessus, mais voilà, on tire sa révérence superbe, Eric Frenzel. Je l'ai mis dans une déception, mais c'est parce que il a tellement étincelé ce sport que le retrouver dans ces eaux-là, c'était C'est pas ce ça, que je et voulais. c'était le bon moment pour partir en retraite. Il est allé chercher sa médium en par équipe. Et être sélectionné dans le par équipe allemand, c'est toujours une grosse performance. Donc c'était son dernier objectif en carrière, il l'a réalisé. Et bah, chapeau, Eric, c'est vrai que c'était le combiné. Voilà, après Jason, on avait vraiment le combiné suprême. Très bon au tremplin, bon en fond, capable de mettre d'énormes mines ou des sprints finaux dévastateurs. C'était un magnifique combiné. Je sais pas pour toi, moi j'ai appris à l'aimer au fil du temps. Au début, il m'agaçait un peu parce que c'était le concurrent de Jason et il était tellement fort. Mais en fait, c'était une personne très humaine et très accessible et c'était une légende de ce sport. Oui, et, je voulais aussi citer dans les déceptions Manu Feist. Je suis désolé pour lui, mais quand même, quand on fait 13 places entre 4 et 10, sans faire de podium, ça reste une performance assez Non, importante. puis attends, il y a une Désolé, stat Manu. qui tue que j'ai vu passer.
Ah ouais. de Funaki. Je vais vous la dire tout de suite, mais parce que je voudrais quand même pas me tromper. Mais en fait, c'est la constance incarnée. Sur les 5 dernières saisons, il a été 4 fois 10e mondial. Et depuis 2016, donc sur les 8 dernières saisons, il est entre 10 et 16e mondial. Donc en fait, c'est un des meilleurs combinés du monde depuis 10 ans, mais il ne Ouais. perce pas l'étape qui fait que c'est un dont on va parler et qui va faire les podiums. C'est fou, quoi, ce Totalement. profil de constance. Il a 5 podiums alors qu'il est dans les 10-15 meilleurs mondiaux. Ouais, c'est dur pour, c'est dur pour Manu. On passe aux féminines. Moi, j'ai noté Marie Hagen parce que je trouve que malgré sa troisième place, elle est tellement au-dessus du lot en fond. Alors, on ne sait pas trop le vrai niveau de fond de Vesvold Hansen, mais ici, Hagen, voilà, je suis déçu parce que je pense qu'elle peut aller chercher Vesvold au moins sur une ou deux courses et son niveau de saut est pas assez bon. Donc, moi, je l'ai mis dans mes déceptions. C'est vrai, et dans les espoirs qu'on peut avoir l'année prochaine, c'est de voir une course Ida Marie Hagen, Guida Westphal Hansen sur les skis de fond. Tu fais bien de le noter, ça peut être enfin quelqu'un qui pousserait Guida. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses Moi, à j'en ai une passer? autre, c'est celle qui avait terminé troisième l'an dernier, Emma Volavcek, Mhm. qui est que 11e cette année. Donc, je l'ai mise dans les déceptions côté féminine. On passe au concours de la saison. Tu en as un dans tes Oui, radars. là c'était presque dur de choisir parce que c'est vrai qu'on a eu des belles choses. Moi j'ai noté le dimanche de Chonard, donc le jour du podium de Laurent Mullet tout à l'heure pour les raisons que j'ai citées, donc par le scénario de course où vraiment il était impérial ce jour-là. Il a, il a bouché les trous, il a suivi les attaques là dans la grande côte de Chonard. Il a réglé au sprint Julian Schmidt. Donc pour un podium, ça rajoute, c'est pas comme s'il avait été troisième toute la course et puis en gestion. C'était aussi un jour de forte émotion parce que le jour-là, Matteo Bo, il est disqualifié au tremplin. Il saute même pas, il est disqualifié avant de sauter. Et quand il manquait quelques points à Matteo qui était vraiment très en forme à ce moment-là, il manque moins de 40 points pour être dans le top 10 mondial. On peut se dire que ce jour-là a eu un rôle prépondérant. Donc c'était une journée mémorable de la saison pour moi. Écoute, moi j'ai mis le team sprint de l'Arti. Et oui, l'Arti peut être aussi dans les tops. Donc un team sprint où l'équipe de France termine troisième à 6 secondes de l'Allemagne de Schmidt et Geiger et à 5 secondes de la Norvège de Grabach et Rieber. Donc c'est vraiment la quintessence de retrouver ces Français tout en haut qui a été mise à l'honneur lors du dernier week-end de la Coupe du Monde. Donc j'avais mis ça et puis j'avais aussi mis le championnat du monde féminin à Planitza parce que c'était là, je crois, où elle s'était grimée, Oui. non? Voilà. Non, ça c'est la finale à Oslo, mais par contre c'est presque la course de fond la plus intense qu'on ait vue avec Guida qui était, enfin Ida Marie Hagen qui était revenue à 10 secondes de Guida après un début de course suicidaire et qui explose. C'est vrai que c'était la course de fond la plus trépidante de la saison. Voilà. Et puis, comme meilleur moment, j'en ai choisi un. C'est un homme, hein. Moi, mon meilleur moment, ça reste Jarl Magnus Rieber. Parce qu'à lui tout seul, il a fait la pluie et le beau temps sur cette saison et du coup, je couronne toute sa saison, ses impasses, sa maladie, ses championnats du monde, ses arrêts à la saucisse. Je m'arrête là, je regarde tout le monde. Je sais pas, il n'a pas fait un truc où il arrivait aussi à l'envers. Enfin bon, Ici à Oslo, ouais. Et tu sais, il y a mine de rien Netflix, ils ont sorti des saisons sur le cyclisme, sur la Formule 1, mais il y aurait vraiment de quoi faire hein, dans les sports nordiques. Il se passe des choses, il y a des personnalités aussi. Et écoute, toi tu cites Rieber.
pour l'ensemble de son œuvre, moi j'ai juste retenu un moment de lui. C'est son saut sur le grand tremplin à Planitza. 147 mètres sur le HS 100, je sais plus, 138 ou 140. Enfin voilà, c'était un saut énorme. Et d'ailleurs, petit spoiler, dans les Oscars du saut pour voter pour le meilleur saut de la saison, et ben Rieber en fera partie au milieu des sauteurs spéciaux parce que euh, très subjectivement, je trouve ce saut énorme. Et c'est l'épreuve Ouais. où il domine de la tête et des épaules et où il s'arrête même avant la fin. Donc voilà. Et on termine donc avec le pire moment de la saison. Et j'ai choisi Chauveneuve parce qu'on devait y aller, parce que je trouve que la façon dont la FISE a annulé et redonné à Klingenthal, ça nous a bien mis le seum. Et donc, mon pire moment, c'est l'annulation de Chauveneuve. Donc, mon pire moment, c'est probablement aux alentours du 13 janvier, je dirais. Non, ils ont annulé par là, 9-10 janvier, je dirais. Ouais, c'est vrai. Oh là là, moi j'avais oublié ça, mais quelle déception. Et je crois qu'on peut se donner rendez-vous à Chauveneuve la saison prochaine. Et bon, moi c'était un peu moins émotionnel que toi, mais voilà, le fait que Gisela Vesvold Hansen soit invaincu toute la saison, c'est c'est un peu quand même une déception parce que ça aurait été bien de voir des courses un peu plus relevées. On en a parlé un peu plus tôt, donc je m'étends pas là-dessus. Et je trouve que la vraie grosse déception de la saison, t'as raison, c'est Chauveneuve. Voilà, mais on a eu un superbe épisode que vous pouvez retrouver avec les souvenirs de Chauveneuve. Et si on était allé à Chauveneuve, on n'aurait pas fait, enfin, tu n'aurais pas fait cet épisode. Et donc, C'est ça, vrai que c'est c'était quand même. exorciser la déception en échangeant avec les meilleurs combinés actuels et passés. Et c'était des bonnes émotions qu'ils nous ont partagées. Donc on vous invite à aller écouter ce hors-série. Et voilà, je crois que Voilà. nous, on a fini nos bilans de la saison. Et je voulais juste remercier quand même l'ensemble des équipes du combiné nordique qui régulièrement se prêtent au jeu à envoyer des petits audios. On a aussi certains sauteurs spéciaux, mais c'est vrai que aussi bien Matteo Beau, Laurent Mullethaler, euh, Marco Anis, Fred Beau, tout le monde a Samuel Guy, je peux même pas les citer tellement il y en a qui ont participé et on les remercie parce qu'ils nous permettent aussi d'avoir des infos et de vous faire suivre cette saison. Et voilà, je voulais juste les remercier parce que le monde du combiné nordique est très sympa et on a un mini accès et on en profite aussi d'avoir accès à ces grands champions qui prennent un peu de temps pour nous faire vibrer et nous raconter leurs exploits comme les 2 dernières interviews que tu as eues sur en haut de la barre de Planitza. Vous pourrez les réécouter, c'est dans l'épisode précédent. Oui, et d'ailleurs, quelle meilleure façon de finir ces bilans avec, comme tu le dis, les émotions que Matteo Beau et Laurent Mullet tout à l'heure nous ont partagées de leur saut à Planitza qui viennent finalement cherry on the cake, cerise sur le gâteau de leur saison magnifique. Je pense qu'on en a fini des bilans des Coupes du Monde. On reviendra vers vous rapidement avec d'autres bilans. Merci Will. Merci à toi et puis on se retrouvera. On a d'autres petites surprises pour l'été. On va rentrer encore plus dans le détail avec sûrement les circuits nationaux et autres révélations. On va aller voir un peu du côté des jeunes pour vous faire continuer à vous faire patienter avant le retour du saut à ski cet été sur les tremplins du Grand Prix. Merci, bonne soirée. À bientôt, au revoir.